entreprise en 91, c'est partir pour une aventure. Ça ne s'improvise pas. Pour trouver vos ressources, monter votre projet, les Points Chance vous accueillent gratuitement et vous épaulent sur le terrain. Conduire votre création d'entreprise avec les Points Chance, c'est multiplier vos chances de réussite. Pour tout savoir sur les 500 Points Chance et l'Agence nationale pour la création d'entreprise, tapez 3615 ANCE. Ma douce, ma tendre, ma chère amie, le cœur meurtri, je vous le dis, s'il n'y en a pas avant midi, je change de crèmerie. Babybel, ton bon petit coup nous rend tout doux. Babybel. Babybel ou changer de crèmerie? Barbara, c'est bon. Vite, vite les mini-doux, dépêchez-vous. Mini-doux, c'est nous les trois copains. Mini-doux, c'est nous les plus câlins. Mini-doux, pour plus de douceur, appelez-nous. Regardez, Plus doux, plus frais, plus moelleux sur vous. mini-doux, les petits génies du dos. Magic Boulevard, le 45 tours et l'album de François Feldman avec énergie. Magic Boulevard. Chez Delacre, si vous pouviez imaginer les heures passées à créer 13 variétés Tea Time plus succulentes les unes que les autres, vous ne les mangeriez pas aussi vite. Tea Time de Delacre. Vous voulez un linge plus propre, mais aussi contribuer à la protection de l'environnement. Alors voici le nouveau Le Chat Compact. Comme il est compact, vous utilisez moins de poudre. C'est mieux pour l'environnement. Mais le nouveau Le Chat Compact est aussi beaucoup plus efficace grâce à son système anti-calcaire. Ainsi, Le Chat Compact vient à bout de la saleté la plus tenace. Sa formule spécifique rend l'eau de lavage plus pénétrante et plus active. Résultat, la propreté est éclatante, le linge plus beau. Le Chat Compact. Faire plus pour la propreté, faire plus pour l'environnement. Vous savez ce qu'elle m'a dit, Charlotte, au petit déjeuner? Eh ben, papa, petit Louis, il est plus frais que toi. Petit Louis, la petite coque fromagère toujours fraîche. La route est dangereuse pour tout le monde, même pour les bons conducteurs. Ils devraient tous être assurés tout risque. Seulement voilà, le prix de l'assurance les arrête souvent. C'est une catastrophe! Regardez-moi ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Oh là là! C'est pas grave! C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, le plus vrai. Pour les bons conducteurs, il faudrait rendre l'assurance tout risque moins cher. On est numéro 1, oui ou non? Même à notre époque, les femmes ne peuvent pas choisir le moment de leurs règles. Comment être à l'aise avec une serviette classique dont le voile reste humide? Seule Vania Silhouette a un voile top sec, micro-perforé. Les liquides pénètrent instantanément et le voile de Vania Silhouette reste pratiquement sec. Plus au sec, les femmes se sentent nettes et parfaitement à l'aise. Vania, être bien vous va si bien. De la télé en évitant le pire, zappez Zappinge avec Gilbert Denoyant sur France Inter. France Inter. Écoutez, ça n'a rien à voir. Direct, l'actualité à chaud, en direct avec ceux qui la vivent et ceux qui l'expliquent. Au sommaire, l'automobile. Les Japonais ont-ils déjà gagné la guerre? Le Parti communiste français, le cadavre bouge-t-il encore? Christine Ockrent, mercredi 22h10 sur Antenne 2.
Madame, Monsieur, bonsoir. La première émission de ce soir est consacrée à un débat qui concerne tout le monde. A-t-on toujours besoin des parents? Si ça concerne tout le monde, c'est que aujourd'hui, il faut le savoir, 7 femmes sur 10 en France travaillent. Ça veut dire qu'en dehors des couples divorcés, qui sont environ 15%, il y a beaucoup plus d'hommes et de femmes dont les enfants se retrouvent à un moment donné ou tout au long de leur jeunesse, plus ou moins autonomes, plus ou moins seuls, selon l'expression que l'on veut bien employer. Il y a aussi effectivement les enfants qui sont seuls parce qu'ils sont le résultat d'un divorce. Avec la mère, c'est la majorité, avec le père, c'est encore une minorité. Et puis il y a aussi les femmes qui ont choisi de faire des enfants toutes seules. Vous connaissez la chanson de Goldman. Alors c'est de tout cela que nous allons parler ce soir. Et ça concerne tout le monde. Ces enfants, comment sont-ils? Comment vivent-ils ces nouvelles situations? Que seront-ils plus tard? Quels adultes vont-ils devenir? Voilà le sujet de réflexion de ce soir, avec des invités les plus diverses possibles. Il y a bien sûr les enfants. C'est aux enfants que nous voulons donner d'abord la parole. Après tout, c'est à eux de nous dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent, les joies, les peines. Et puis il y a aussi des grands, j'allais dire les adultes, mais on va les appeler les grands ce soir. Il y a des invités les plus diverses possibles, des invités attendus, comme un pédiatre qui est également psychiatre, le docteur Naouri. Il y a Marie-Christine Barrault, qui est maman, et qui en ce moment joue une pièce justement qui a trait à ce problème-là. C'est une femme, enfin toute seule. Et puis il y a aussi, j'allais dire, un homme que nous avons non pas invité comme ministre, il est ministre, mais il est aussi papa. Il s'appelle Jean-Louis Bianco. Et lui, il va venir nous expliquer comment, eh bien, dans sa vie politique, il a essayé, et il essaie chaque jour, de conserver une très grande place pour ses enfants. Et puis il y aura dans le public, parce qu'il y a du public, des personnes qui vont intervenir sur des points ponctuels, mais ça, nous le verrons tout au long de l'émission. On va commencer avec, j'allais dire, un exemple optimum. C'est répondant à cette question, a-t-on toujours besoin des parents? Un petit garçon, il s'appelle Slim, il a 12 ans, son papa est parti depuis longtemps, il a disparu de son horizon, et il est chez lui avec sa maman, qui est femme de ménage, il a un frère et une sœur. Regardez, Slim. Monsieur. La moitié là? Voilà, je m'en laisse cette moitié. Donne à papy. Le matin, on se lève, bien sûr, comme tout le monde. On va faire la toilette l'un après l'autre. Alors ensuite, il y a le petit déjeuner, on prend ensemble. Ensuite, ce qu'on fait, on va regarder la télé. Et jusqu'à vers midi, ensuite on fait les courses pour manger. Puis on revient, je prépare à manger. On fait ou des sandwichs, ou alors on sert du micro-ondes. On fait, moi j'adore faire les steaks et la purée, alors je fais ça. Et je mange ça, ou bien on mange des surgelés ou des conserves. Alors ensuite on fait la vaisselle, on fait le ménage. Et puis, alors on se met à travailler après, chacun avec ses exercices. Alors ensuite on fait ce qu'on veut, on s'amuse, on lit, on fait ce qu'on veut, quoi. Voilà. Puis le temps s'écoule. Ensuite c'est le soir. Alors je fais à manger, le soir aussi, bon. Et puis ma mère arrive et puis tout le monde au lit. Voilà. Tu as commencé à t'occuper d'eux à quel âge? Oh bah depuis toujours, hein. Depuis qu'ils sont nés, il faut que je m'occupe d'eux. Ouais. Mais ouais. Je suis le grand chef. Je suis fière, hein. Je suis fière d'avoir cette responsabilité. Puis je m'en sors très bien. Mais tu sens quand même que c'est une responsabilité? Ah oui, ça, oui, je le sens. C'est surtout pour ma mère que je fais ça, pour qu'elle soit rassurée avec moi. Parce que je suis grand, elle me considère aussi comme un adulte. Donc, je dois bien m'occuper d'eux, tout le temps. C'est comme ça, hein, c'est normal. Est-ce qu'elle vous appelle dans la journée tous les trois? Ah oui, ça, elle s'inquiète beaucoup. Hein. Ah oui, elle s'inquiète beaucoup. Enfin, moi je lui dis qu'il n'y a pas de quoi, mais enfin... Qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle nous demande si ça va, si on a bien mangé, bien sûr, comme toutes les mères, quoi. Elle s'inquiète. Voilà. Et puis elle nous donne des conseils pour faire des choses pendant la journée. Allez, hein, vous allez travailler. Hein, voilà.
Et comment ça se passe quand ta mère revient ici, tu lui racontes la journée, qu'est-ce que tu lui dis? Ben, je lui raconte comme je viens de vous le faire à vous. Hein. Je lui dis tout ce qui se passe pendant la journée vite fait, comme ça, et puis elle s'endort. Voilà. Est-ce que tu as l'impression de remplacer tes parents? Je suis une petite part de parents. Ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire que je ne suis pas complètement un grand, quoi. Je veux dire, je suis encore petit, mais j'ai déjà la responsabilité d'être un père, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui est important pour toi? Oui. C'est très important pour moi. Et pour eux aussi. Voilà. Alors Slim, il est là, il est avec nous. Slim, je voudrais te poser une question tout de suite. Là, tu as dit, je suis une petite part de parent, mais est-ce que parfois, tu n'aurais pas envie d'être, au contraire, un enfant tout entier, plutôt que d'être une part de parent? Évidemment, je suis comme tous les enfants, je m'amuse, mais je fais profiter aussi mon frère et ma sœur pour pas que... Il faut pas que je les laisse à part. C'est comme ça, c'est tout le temps. Il faut pas que je les laisse tout seuls, sinon à quoi ça sert que je m'occupe d'eux tout le temps. Sinon, je m'amuse quelquefois. Évidemment, je suis comme tous les enfants. Mais est-ce que tu as complètement éliminé l'idée d'être, j'allais dire, un enfant? Il n'y a rien qui te manque? Qu'est-ce qui te manque parfois? Quand par exemple tu as pris cette attitude t'es le papa d'une certaine façon de ton frère et ta sœur. Mais est-ce qu'il n'y a pas des soirs où tu poses un peu tes valises et tu te dis, malgré tout, il me manque quelque chose? Ou tu n'as pas le temps d'y penser? C'est un peu des deux, ça dépend des fois. Quelquefois, mais j'ai tout le temps besoin de ma mère. Mon frère et ma soeur, c'est pareil. On peut pas vivre sans parents. Les orphelins, ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas de parents. Tout ce qu'ils demandent au monde, enfin tout ce qu'ils espèrent, c'est avoir un père ou une mère. Et puis nous, comme on a la chance d'avoir une mère, on a besoin d'une mère, c'est normal. Il vous a bien dit quelque chose, c'est qu'il n'est pas... vous lui dites qu'il est un petit peu le papa, pas du tout, il est le grand frère. Il est le grand frère, il s'adapte à sa situation, il s'adapte admirablement à sa situation, il fait avec ce qu'il a. Il n'a jamais connu autre chose. Pourquoi voulez-vous qu'éventuellement il puisse sentir quelque chose de dur, de différent, de particulièrement difficile à vivre? Bon, mais de toute façon, il serait dans une autre situation, il aurait effectivement aussi envie d'autre chose, comme il pourrait l'avoir envie maintenant. Mais à partir du moment où il est né avec cette modalité, n'oubliez pas que c'est un enfant. Un enfant, c'est quelque chose qui est extraordinairement plein d'énergie. C'est formidable de vie, ça vous emporte avec en balayant tous les ennuis. Dans les années 60, on avait reçu un bébé dans le vieil hôpital Bretonneau, dont les voisins étaient venus dire qu'il y avait un chat enfermé dans la maison. Et les pompiers étaient venus. Et on avait trouvé un bébé qui avait 6 mois. Et qui était là tout seul depuis 15 jours, complètement momifié dans ses matières, amaigri comme vous imaginez. Il avait survécu à un jeûne complet hydrique et de nourriture de 15 jours. Cette énergie phénoménale. Précisément, c'est celle des enfants. Et là, Slim nous démontre qu'il peut utiliser une quantité extraordinaire de choses, de moyens pour pouvoir faire ce qui lui a été demandé. Est-ce que tu penses, Slim, parfois dans quelques années, ce rôle que tu joues aujourd'hui? Je pense que ça ne changera jamais. Il faudra tout le temps que je m'occupe d'eux, sinon c'est tout le temps comme ça. Plus ils grandiront, mais plus ils auront besoin de moi. Mais le jour où ils auront plus besoin de moi, je me retirerai, c'est normal. Mais je pense qu'ils ont tout le temps besoin d'une mère, d'un père ou d'une mère, et puis d'un grand frère, voilà. Mais alors, avec ta maman, tu es quoi? Tu es l'aide, tu es le compagnon, ou avec ta maman, tu te comportes comme un enfant? Est-ce que parfois tu te relâches un peu dans ton effort? C'est un effort que tu mènes, je veux dire, tu te sens responsable. Hein? Ouais. Est-ce qu'avec ta maman, parfois, tu te laisses aller? Non, quand même pas. Il faut que elle aussi, elle travaille beaucoup, elle est fatiguée, donc il faut tout le temps que je l'aide, qu'elle soit soutenue moralement. Et puis il faut pas que je me laisse emporter quelquefois, mais mais il faut que je me rattrape, il faut que
Il faut absolument que je me ressaisisse, c'est comme ça. Et ça pèse pas trop lourd sur tes épaules parfois? T'as pas... Quelquefois, oui. Quelquefois, c'est normal. Tu peux en parler avec des copains, avec ta maman? J'en parle comme ça. J'en parle comme ça pour passer le temps. Mais enfin, j'en parle. Ma mère, elle prend ça aussi. Elle prend ça comme... elle me prend... je suis le grand frère, quoi, c'est tout. Je suis le chef de la maison. Il faut que... C'est moi qui ai toutes les responsabilités de la maison. T'es prêt à les partager avec tes frères et sœurs quand ils vont grandir? Parce qu'ils vont grandir. Eux aussi, un jour, ils vont avoir l'âge. Bien sûr, donc à ce moment-là, ce sera eux qui prendront la relève. Et puis bon, bah, moi, je continuerai et j'essaierai de mon côté. Je continuerai de mon côté. T'as envie d'avoir des enfants? Tu seras grand? Oui, j'aimerais bien. Pourquoi pas? Non, mais t'y penses? Oui, quelquefois. Alors, on va prendre un peu du côté j'allais dire, des spécialistes. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas un problème marginal, c'est un problème qui nous concerne tous. Alors, on a demandé justement, à propos de chiffres, car il faut bien donner quelques chiffres, on a demandé à un démographe d'être parmi nous ce soir, Henri Léridon. Je voudrais que nous fassiez un petit topo bref du problème qui se pose en France, du nombre de ces enfants qui se retrouvent seuls, du nombre de couples actifs, du nombre de divorces, pour bien situer le problème et bien montrer que c'est pas marginal et que ça concerne tout le monde. C'est ce que je disais en commençant l'émission. Oui, c'est pas du tout marginal. Les chiffres, on en a dans sa valise, je ne vais pas tout les donner, mais on peut par exemple dire qu'il y a au moins 2 millions d'enfants de moins de 18 ans qui sont actuellement dans une situation de séparation d'un de leurs parents. Au moins un des deux, pour quelques-uns, même les deux. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui résulte essentiellement d'un changement très fondamental dans le mariage. Nous assistons depuis une vingtaine d'années à un déclin très sensible, à la fois quantitatif, puisqu'il y a eu 30% de mariages en moins à l'espace d'une dizaine d'années, et également une plus grande fragilisation du mariage, et c'est ceci qui génère la plus grande partie de ces situations de séparation entre enfants et parents, bien sûr. Chaque année, actuellement, il y a à peu près 100 000 mariages qui donnent lieu à une séparation, 100 000 divorces donc, auxquels il faut ajouter de plus en plus maintenant des séparations de couples non mariés. Les couples non mariés sont de plus en plus nombreux, bien entendu. L'union libre. L'union libre. Au début, on a pensé qu'il s'agirait de situations transitoires et qui resteraient, et de fait, elles restaient pendant assez longtemps infécondes. Ce n'est plus le cas maintenant. Nous avons eu, en 90, 28% de naissances hors mariage, ce qui veut dire peut-être 40% des premiers enfants. Donc ça veut dire que naître en dehors d'une famille avec un couple marié devient une situation tout à fait banale en France. Mmh. Alors ces couples sont également fragiles, naturellement, et peuvent donner lieu à des ruptures, ce qui fait que maintenant, on peut penser qu'il y a à peu près 150 à 200 000 enfants chaque année qui connaissent une situation de rupture des parents, qui sont confrontés à ce nouveau problème. Et une autre manière de prendre les choses, c'est de dire que probablement un enfant sur 4 à peu près connaîtra une phase de séparation de ses parents avant sa majorité. Dans quelle échéance? Disons dans son histoire, avant sa majorité, pour les enfants qui naissent actuellement ou qui sont nés depuis une dizaine d'années, 1 sur 4 à peu près connaîtra la rupture de ses parents. Ça donnera lieu à une situation donc, de ce qu'on appelle la monoparentalité ou l'uniparentalité, et fréquemment, peut-être dans la moitié des cas, une phase de ce qu'on appelle la recomposition familiale, quand le parent avec lequel vit l'enfant a un nouveau conjoint, ce qui crée une nouvelle structure familiale. Il peut arriver d'ailleurs la même chose aux parents dont il est séparé, et c'est toute cette constellation familiale, ce qu'on appelle le réseau familial, qui est en train d'évoluer considérablement. Et l'un des enjeux de société et du débat ce soir, c'est de savoir dans quelle mesure c'est générateur de conflits entre les divers membres de ce réseau, ou est-ce que ça peut apporter des profits? Est-ce qu'il y a des gens qui sont assez malins pour en tirer parti, au contraire, du mieux possible? Je pense que nous aurons des réponses. Est-ce que je peux te poser une question, M. Léridon? Est-ce que vous avez une prospective quelconque, compte tenu du fait que les choses bougent avec les générations et que généralement ça s'aggrave au passage des générations plutôt que ça ne s'arrange? Est-ce que vous avez des possibilités de prospective? Le problème, c'est quand ça bouge beaucoup, la prospective est très difficile. Oui. Et donc les chiffres que je donne sont déjà un petit peu des extrapolations. C'est ce qui va arriver, disons, aux enfants nés vers 1980. dont l'histoire n'est pas encore achevée. Il est possible que ça se stabilise à ce niveau-là. Le nombre de divorces, par exemple, se stabilise actuellement. Ce n'est pas forcément un processus explosif complètement. Mélanie, tu as écouté le témoignage de Slim. Mélanie, tu es
une jeune fille qui a 17 ans, tes parents sont divorcés, ça s'est passé comme on dit. Alors, je dis séparé. Séparé, Ça fait séparé. très plaisir à mon petit frère. Voilà, Qui ne séparé. veut pas dire divorce parce que ça fait appel à la justice. Et ça, c'est quelque chose qui. Alors ils sont quelque part, séparés, ça ne s'est pas passé dans de mauvais termes, mais je veux savoir ce que tu penses de ce qu'a dit Slim tout à l'heure. Ben, moi, je pense qu'il ne faut pas effectivement dire que c'est le papa de la famille parce que je crois qu'il c'est encore un enfant et que quelque part, il a son rôle de grand frère, mais pas de papa. On ne peut pas être papa quand on est enfant, il ne faut pas sauter les étapes. Et je crois que il peut pas. Il agit en grand frère et c'est souvent dans des situations comme ça où quand les parents sont séparés ou quand il en manque à la maison qu'on a beaucoup plus de responsabilités, qu'on a une maturité qui arrive beaucoup plus tôt, mais on n'est pas des parents, on ne peut pas être des parents. On a des parents et ça c'est très important, mais on ne peut pas jouer le rôle des parents. Tu es d'accord, Slim? Bah oui, mais enfin bon, comme mon frère et ma sœur, un père, ça leur manque beaucoup. Bon, ils aimeraient bien avoir un père. Mais enfin, bon, moi, j'essaye juste de prendre la relève de mon père qui n'a pas bien tenu son rôle. Mais est-ce que toi, ça te manque pas d'être un enfant aussi, quelque part? Ça, c'est la question. J'ai mes amis, bon... Ah oui, non mais est-ce que... Ce qu'on te demande, c'est est-ce qu'il ne te manque pas un père à toi? À moi? Bah si, bien sûr, quelquefois, ça me manque un père, bien sûr. Enfin, je m'en sors très bien, voilà. Ah mais... J'admire. Docteur Naouri, il y a plus de 30 ans que vous exercez, depuis 1966. Hein. Voilà. Vous occupez des À peu enfants. près, oui, c'est ça. Bon. Le comportement de Slim, c'est un comportement marginal, c'est un comportement... Non, pourquoi voulez-vous utiliser des termes Non, comme je sais ça? pas, non, exceptionnel, voilà. Slim s'adapte à la situation qui lui est faite. La qualité majeure d'un enfant, c'est de s'adapter à tout ce qui lui est apporté. Il n'a pas d'autre choix, il est dans une impulsion. C'est une dynamique extraordinairement performante, n'est-ce pas? Alors vous mettez un obstacle, lui il ne sait pas qu'il ne pourrait pas y avoir d'obstacle, il se débrouille avec l'obstacle, n'est-ce pas? Vous mettez une situation complètement tordue, il se débrouille avec la situation complètement tordue. Bon, au fond de lui-même, il y a bien quelque chose qui fait que, évidemment, quand il a deux parents, il se débrouille avec. Et s'il n'y en a pas deux, il se débrouille également pour les créer, n'est-ce pas? Mais de toutes les façons, il va s'adapter aux conditions qui lui sont faites. Et cette adaptation, il va la produire d'une façon telle qu'en définitive, quand une grande difficulté survient, il va produire du symptôme. C'est-à-dire qu'il dira son malaise d'une façon ou d'une autre. Il dira son malaise soit par le corps, soit par son comportement. Et à ce moment-là, ce sera une sorte de signe d'alarme, une sonnette qui est tirée pour que, éventuellement, une instance étrangère vienne intervenir dans le débat et puisse remettre les choses en place quand il y a eu une difficulté trop importante. Mais pour le reste du temps. T'as compris ce qu'a dit le docteur? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça ne fait rien, il t'expliquera. Je voudrais qu'on voit un autre type de comportement, si vous voulez bien. Alors on a vu Slim, performant, t'es performant, t'inquiète pas. Là, ça se passe dans une famille, couple divorcé, pareil. La maman relativement aisée, il n'y a pas de problème majeur. Il y a un garçon qui s'appelle Vincent, qui a une douzaine d'années. Et lui, on va voir, il le vit complètement différemment. Il n'y a pas de modèle type, il y a différents types d'enfants hein, à propos des problèmes du divorce. Frédéric Crotta lui a rendu visite. Écoutez Vincent et sa maman. Si il y a la femme de ménage, c'est elle qui me prépare quelque chose. Ou alors ma mère, le matin, elle m'a déjà donné 50 balles. Et puis je vais au McDonald's. C'est pratiquement tous les jours comme ça? Ouais. Tu n'aurais pas envie, quelquefois, de déjeuner avec ta mère ou ton père? Non. 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 Non, parce que je suis bien tout seul, moi. Comme ça, il n'y a pas toujours une conversation à engager. Toujours. Vous pensez que Vincent souffre un petit peu de votre absence? Par moment, oui, j'en suis persuadée, oui. Oui, j'en suis persuadée. Bon, alors c'est vrai que c'est un garçon et on dit que les garçons sont beaucoup plus câlins et beaucoup plus affectifs et plus démonstratifs au niveau de l'affection. Oui, j'ai l'impression effectivement que je lui manque. Mais ça, il ne le dit pas. En tout cas, moi, il me manque. Tu regardes beaucoup la télévision? Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Tout. Les dessins animés, les films, les séries.
Qu'est-ce qui te manque le plus, toi, en ce moment? L'école. La classe, puisque là je suis en vacances, j'ai aucun ami. Et la plupart du temps, je m'emmerde. C'est pas marrant. Est-ce que vous vous sentez inquiète, souvent? Quelquefois, c'est assez difficile dans la mesure où il y a toujours des impondérables. Bon, c'est un enfant en qui j'ai entièrement confiance, qui ne fera pas de bêtises particulières, mais bon, je veux dire, un jour, il aura peut-être envie de faire une bêtise. Inquiète de façon constante, non, mais par moments, oui. Et dans la journée, tu passes quand même un coup de fil à ta mère? Ou pas? Bah, quand j'ai un problème, sinon c'est pas la peine. Et elle t'appelle? Ouais, quand elle a un problème. Sinon, elle me demande si ça va quand je suis tout seul. Et elle rentre vers quelle heure le soir? Tu l'attends? Qu'est-ce que tu fais? Eh bah, vers 8 h. Parce que des fois, il faut l'attendre pour manger, puis des fois, non. Et comment ça se passe, les dîners? Vous parlez de ce que vous avez fait ensemble la journée? Ou qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous racontez? En général, on se raconte pas ce qu'on a fait la journée. Mais sinon, on parle de tout et de rien. Je suis culpabilisée parce que il y a une discussion entre nous, mais j'estime que c'est pas suffisant. Dire que ces moments-là sont assez forts et assez intenses, mais ils sont pas suffisamment longs, en fait. Et c'est vrai qu'après une journée de travail où je rentre à... Dire, vous ne pouvez pas demander à des enfants à 10 h ou 11 h le soir d'avoir une relation intense avec ses parents. Et Vincent, est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de dessiner là? C'est un personnage de Dragon Ball Z. C'est un enfant qui fait des combats avec son père et ses copains pour sauver la planète Terre. Il te ressemble un petit peu? Non, je pense pas. Non, puisque ces dessins-là, c'est pas du tout réel. C'est complètement imaginaire. Il y a beaucoup de violence. C'est pas mal, et puis... T'es violent, toi, ou pas du tout? Dans la vie, pas trop. Mais dans mes dessins, j'aime bien faire jaillir le sang de partout, quoi. C'est dû à quoi, ça, à ton avis? Je sais pas. Tous les films, les dessins animés. L'habitude. Voilà. Alors ça, j'allais dire, c'est tout à fait autre chose. Hein? Marie-Christine Barraud, vous l'avez vu comment, cet enfant? Il est à la fois... Il y a un côté très calme, il y a un côté terriblement angoissé. Mon cœur de mère quand même. saigne, là. J'ai envie de le prendre dans mes bras et de m'occuper de lui. Ouais. Pourtant, j'allais dire, il est dans une situation matérielle, docteur Naouri, plus heureuse que celle de Slim. Est-ce que vous voulez faire du matériel? Je sais pas, ouais. Je vous pose la question. Ça n'a pas en soi d'importance si grande, il le dit très bien. Il est comment? Vous le sentez? Vous dites j'ai envie de le prendre dans mes bras. Non, je le sens dans une solitude effrayante. C'est difficile de parler parce que, je veux dire, on ne peut pas acheter la pierre à personne. On ne sait pas l'environnement, on ne sait pas comment il vit, on ne sait rien des problèmes de cette mère. Mais c'est vrai que cet enfant me semble dans une solitude effrayante. Il a de rapport avec simplement lui-même. C'est un âge très relationnel, l'âge des... il a une douzaine d'années. Voilà, c'est ça, c'est un âge où vraiment tout passe par la relation aux autres.